comme beaucoup de personnes, je suis allée voir au cinéma le film L'Odyssée la semaine dernière et j'avais tellement envie de parler, non pas du film en tant que tel, enfin bien qu'il y a des revendications quand même à faire, mais surtout de tout ce qui tourne autour de la mythologie en fait. J'ai lu il y a quelques années le livre Circé de Madeline Miller que j'ai trouvé dingue, genre incroyable, incroyable, incroyable. Et je ne connaissais pas l'histoire de Circé. Ce que je trouve intéressant, c'est que en allant regarder le film là, l'Odyssée, alors j'ai adoré le film, et en même temps, on n'apprend rien, mais rien des femmes dans la mythologie. Genre rien. Mis à part qu'elles sont là et qu'elles sont un peu des victimes du destin, des meufs passives comme ça, qui existent, mais par rapport à un homme. Et elles n'ont aucune existence qui leur est propre, aucune volonté propre, aucun destin, aucune autonomie. En fait, elles ont rien. En colère, en colère, en colère, en colère. On est déjà arrivé à la critique que j'avais envie de faire sur les films de Christopher Nolan. Bon, déjà, je suis pas fan de ces films en général. Apparemment, c'est le maître ultime, genre on dirait. Dans le monde, il y a des personnes qu'il faut pas critiquer, genre il faut pas critiquer Christopher Nolan et Michael Jackson. Il y en a un qui a l'air d'être quand même misogyne, voilà, genre Christopher Nolan. Et l'autre, c'est un pédophile. Et à chaque fois que je le dis, je me prends une vague de colère. Oh, Quoi? Mais d'ailleurs, ça a été prouvé que c'était faux et tout. waouh, parce que maintenant on fait confiance à la justice. Parce que maintenant on arrête d'écouter les gens quand ils disent qu'ils se sont fait violer. On arrête d'écouter les enfants quand ils le disent. Allez, basta cosy. Anyways, ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de critiquer Christopher Nolan. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de talent, tout comme Michael Jackson. Hein. C'est pas ça que je suis en train de remettre en question. Ça veut dire que les personnages peuvent être critiqués. Notamment d'ailleurs, je sais pas si c'est sa femme qui travaille avec lui, mais ou qui est la productrice de ses films, qui est une productrice avec lui dans tous ses grands films. Mais bien entendu, on n'entend pas parler d'elle, on n'entend que parler de lui, comme s'il était à l'origine de tout. Bon, j'imagine que pour faire des chefs-d'œuvre comme ça, le mec doit travailler forcément énormément et il doit être extrêmement impliqué. Hein. C'est pas ça que je dis, mais c'est exactement la même chose qui se représente dans ces films. C'est ok, les personnages masculins ont une histoire de dingue, mais y a pas que ça en fait. On dirait que les femmes ont aucune place et que si elles en ont, c'est forcément une place qui est moindre par rapport à celle d'un homme. Dans la mythologie et dans la représentation qu'on s'en fait dans les films, etc., etc. Mais vous allez voir que le temps a bien fait les choses. Enfin, oui et non, parce que là, Christopher Nolan, autant il a fait un film qui est top, autant il est extrêmement... Ouais, tu vas te calmer tout de suite. Autant il est extrêmement décevant parce que les femmes représentées, enfin, Pénélope, Circé, Calypso, Athéna. Mais Athéna, jouée par Zendaya, mais Athéna, elle fait quoi dans le film en fait? Elle est juste là, elle regarde. Genre, Zendaya, genre... Je me dis, mais attends, meuf, on te voit partout. Sur les tapis rouges, ouais, l'Odyssée, nanani. Genre, j'ai lu le script. Mais quel script? Quel script as-tu lu, ma belle? Genre, t'es une grande star. On va tous se mettre d'accord là-dessus. Mais quel script as-tu lu? Il n'y a rien, tu n'as rien dit. En fait, tu aurais pu ne pas être là, ça aurait été pareil. On dirait que on a mis des femmes genre pour remplir un quota et on les met là comme ça et elles sourient. Voilà. La seule personne qui avait limite des phrases à donner, des choses à dire, c'était Pénélope, à qui on a donné un script, donc qui est jouée par Anna Tawai. Mais elle, pareil, genre on montre d'elle qu'une sorte de une pauvre meuf quoi, une pauvre meuf, elle attend son mari et rien d'autre ne peut exister pour elle que son mari. Je dis pas que le fait d'attendre son mari, parce qu'elle est mariée avec Ulysse, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous raconte un peu le mythe. Y a Ulysse, Pénélope sont mariés,
ils ont un royaume, le royaume d'Ithaque, enfin bref. Il y a la guerre à Troie, et Ulysse, c'est un combattant, un grand guerrier, etc. Et du coup, il va à Troie, et la guerre dure longtemps, longtemps, longtemps. Ensuite, ils mettent le cheval de Troie, c'est-à-dire, en gros, il se cache dans un cheval, le cheval qui est amené au sein de l'enceinte de Troie, parce qu'en gros, ils n'arrivaient pas à percer l'enceinte, enfin, à aller dans l'enceinte de Troie, bref. Finalement, il gagne la guerre, et en fait, au moment de rentrer, Ulysse va vivre une sorte d'odyssée, dans le sens où il va lui arriver plein de choses, et en fait, il va être porté disparu en soi pendant des années, parce qu'il va vivre justement toutes ces choses-là. Donc plein d'accidents, plein de rencontres avec des créatures, des figures de la mythologie, etc. Et bref, pour en revenir à ce que je disais, Pénélope, elle, vraiment, on ne montre d'elle que le fait qu'elle pleure parce que son mari n'est pas rentré depuis 20 ans. Et que, en fait, c'est juste ça. Et elle attend, et elle pleure, et elle est énervée, et elle veut pas que son fils... parce qu'ils ont eu un fils ensemble, etc. Elle veut pas que son fils parte à la recherche du daron, parce que et si, machin, je sais pas quoi. Et elle, ses premières angoisses, c'est le fait de devoir se remarier. Mais c'est la seule chose qui est digne d'intérêt, en fait, dans le film. Et c'est ça, le seul script qui est donné à Anna Thaoué, c'est ça. Il y a juste un moment dans le film où elle s'énerve en mode « C'est moi qui ai dirigé le trône pendant 20 ans, enfin le royaume, c'était moi qui étais assise sur le trône pendant 20 ans. » Et elle dit ça à son fils. Et je suis en mode « Mais pourquoi, Christopher, n'as-tu pas... » Enfin, en fait, il y a tellement de choses à aborder. Mais non, là, la seule chose que tu as abordée, c'est le fait qu'elle chouine. Mais le fait, par exemple, qu'elle ait dirigé un royaume pendant 20 ans, on s'en tamponne. Tu vois ? Mais c'est pas Pénélope qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est Circé. Circé, je suis fan de Circé. J'adore Circé. J'étais ravie. Alors, je n'ai pas lu l'Odyssée... le livre, initialement, c'est l'Odyssée de Homère, qui a été écrit, je vais vous expliquer quand est-ce que ça a été écrit, etc. Mais ce livre-là, moi, initialement, je ne l'ai pas lu, mais je connaissais l'histoire de Circé, parce que j'ai lu le livre Circé de Madeline Miller il y a quelques années. Et je te demande, mais cette meuf est incroyable. Circé. Genre Circé, oh my god, Queen. Genre comment ça se fait que j'ai pas entendu parler de toi avant? Parce qu'on m'a pas vraiment appris des trucs sur la mythologie, ou ça n'a pas été un sujet qui m'a grandement intéressée. C'est pas comme si on n'a pas de cours de mythologie, de toute façon. Bref. Et je sais pas pourquoi on n'a pas de cours de mythologie. Donnez-nous des cours de mythologie. Moi, j'étais en école catho, on me racontait Adam et Ève, mais raconte-moi la mythologie plutôt, au lieu de nous dire que les femmes, elles viennent de la côte d'un homme. Les femmes, en fait, les hommes ont vraiment un complexe lié à la création. Genre, comme ils ne peuvent pas créer, c'est leur seul complexe en réalité. Je pense que c'est un complexe qu'ils n'assument pas. Ils sont dans l'incapacité de créer, alors que le Dieu est censé être un homme, parce que c'est un Dieu, Jésus, etc. Et Dieu crée la vie, et sauf qu'en fait, ils font face à une énorme contradiction qui est que les hommes, de toute personne, les hommes sont ceux qui ne peuvent pas créer la vie. Les femmes le peuvent. Du coup, si les femmes le peuvent, on va quand même détourner le truc et on va dire que oui, non, mais si tu peux, c'est que parce que tu viens toi-même de l'homme. Genre, nous-mêmes, les femmes, nous venons de la côte d'un homme. Genre, non, frère, aucune femme ne vient de la côte d'un homme. Ève ne vient pas de la côte d'un homme. Non. Au bout d'un moment, bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a un complexe de non, c'est nous on crée. Nous, en fait, vous créez pas la vie. Et ouais. Bon, j'en reviens à ma Circé. Ma puce, en fait. Ma petite puce. Je vais peut-être m'acheter une plante que j'appellerais Circé en son honneur. Je dis ça parce que j'ai fait une vidéo où je parlais de... C'est horrible comme comparaison, parce que plante verte, on peut s'imaginer que c'est quelque chose d'inutile. Non, c'est parce que j'ai fait une vidéo où mes plantes, elles sont hyper importantes pour moi. Voilà. Et j'ai fait une vidéo où je disais que elles ont des noms, mes plantes. Genre, c'est des êtres. C'est des réels êtres. Je les aime, genre. Elles sont là, genre, c'est mes bébés.
Et il faut que je trouve d'autres noms pour d'autres plantes parce que je vais en avoir plein d'autres. Bref. Ça se trouve, j'aurai un chien, j'adopterai un chien plus tard que j'appellerai Circé. Je me vois pas appeler ma fille Circé, tu vois, genre flemme. En mode, oh, je trouve... Bref. On n'est pas... Vraiment, j'ai toujours pas commencé l'épisode. Hein. Là, l'épisode n'a toujours pas commencé, je suis désolée. Bref. Ok, let's go. Donc, quand on pense aux mythes grecs, on pense souvent aux grands héros, les grandes guerres, les monstres, les dieux tout-puissants, etc., etc. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est les femmes, tout simplement. Et c'est de se demander comment les femmes, elles étaient représentées dans ces histoires. Est-ce qu'elles étaient des figures de force, de faiblesse, les deux, des héroïnes ou des simples personnages secondaires à l'époque et maintenant, parce que les choses évoluent aussi, parce qu'on a repris de nombreux mythes, encore une fois, dans l'Odyssée d'Homère, comme je vais vous l'expliquer, la présentation qu'on fait de Circé est quand même extrêmement, douteuse, et par la suite, avec les nouveaux livres et on a revisité le mythe, par exemple le livre là de Madeleine Miller, et bien on arrive à une histoire, on est en mode mais oui, make sense, genre là on a un vrai truc qui tient la route, tout ça pour dire que ces histoires et ces mythes évoluent de ouf avec les années, et plus que juste les années, les décennies, etc., les siècles et les siècles et les siècles, parce que Homère, ça date, hein. Bref, en gros, Circé. Pour comprendre qui est Circé, on va remonter à l'origine du mythe. Et l'histoire de Circé, initialement, elle est écrite dans un texte fondateur de la culture occidentale et de la mythologie, etc., l'Odyssée. L'Odyssée d'Homère. L'Odyssée de Homère, c'est pas l'histoire de Circé, c'est juste Circé apparaît dans l'Odyssée d'Homère. Bref. À cette époque, pour vous donner un peu de contexte, parce que la manière dont le mythe a été présenté dépend aussi de l'époque à laquelle le mythe a été créé, enfin, à l'époque à laquelle cette histoire a été racontée. Donc, à cette époque, la société grecque, elle était très patriarcale. I mean, that's not surprising, but anyways. Et en fait, elle était vraiment gérée par les figures masculines. Les figures masculines étaient très importantes. Et elle était régie par l'oikos. Vraiment, là, je vais vous donner des noms. Là, je parle grec, c'est bon. Il y a quoi même ? Je parle pas du tout grec, mais... Bref, il y a des mots en grec. Voilà, bref. Elle était régie par l'oikos, c'est-à-dire la maison, le domaine, et par la notion de xénia, l'hospitalité sacrée. Si vous avez vu le film L'Odyssée, là, vous saurez que dans le film, on parle tout le temps de la loi de Zeus. Zeus's Law. Bref. Zeus's Law, c'est Xenia. C'est justement l'hospitalité sacrée, le fait de toujours bien recevoir quelqu'un, un inconnu, parce que selon le mythe, potentiellement, si tu fais rentrer quelqu'un, ça pourrait être un dieu caché, a god in disguise, tu vois. Donc, tu sais jamais qui entre chez toi, par précaution, peu importe la personne, même le plus petit mendiant ou le plus grand seigneur en apparence, tu accueilles tout le monde de manière très très fashion, quoi. Je pense qu'ils ont dit ça même. Je pense que Homère a dit ça dans ses écrits. Accueillir les personnes de manière très fashion. Bref. Et donc dans ce contexte-là, la femme, vous imaginez bien qu'elle n'a pas d'existence juridique. Autonome en tout cas. On n'est pas étonné, bah oui, mais bien entendu, je n'imaginais pas qu'elle allait être la femme. Ouhou. Elle n'a pas d'existence juridique autonome. Donc la femme existe, bien entendu, mais elle est sous la tutelle constante d'un homme. Son père, son mari ou son fils. Voilà, une femme n'est jamais libre. Parce que pourquoi en fait ? Ça ne... C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réaliste. Non.
Une femme n'est jamais libre. Et surtout qu'elle est pas en mesure. J'ai l'impression on nous prend et on nous a toujours prises pour des bébés. Alors que, honnêtement, quand il y a un souci, ou même en général, les femmes sont les plus à même, je trouve, de prendre en main des situations où il y a beaucoup d'enjeux, de stress, d'angoisse, les mamans. Parce que je sais qu'on a quand même une éducation, tous et toutes, qui est patriarcale, parce qu'on vit dans le 21e siècle, donc forcément. Mais, et on a tendance à penser que les hommes, oh non, eux, c'est des problem solvers, nanana. Ouais, mais en réalité, une femme dans une situation où il y a un enjeu important, elle sait se gérer. Et elle sait gérer les autres. Les mamans, je donne cet exemple-là parce qu'en fait, c'est l'exemple qui est le plus courant et pour lequel on donne le moins de crédit. C'est l'exemple parfait. Il y a une grande partie des femmes qui quand même donnent naissance à des enfants et qui deviennent mamans. Et elles sont constamment dans le problem solving, dans la gestion de la charge mentale, et gérer les problèmes et ressentir et diriger. Et en réalité, c'est elles qui dirigent le plus, mais qui ont le moins de reconnaissance sur le fait qu'elles dirigent. Donc elles dirigent en cachette, les enfants grandissent dans une société patriarcale, et il faut ensuite qu'on se déconstruise pour pouvoir voir qu'en effet, c'est notre mère qui dirige réellement, et qui prend tout à sa charge. Parce que sinon, nous-mêmes, on grandit en se disant que, non, en fait, en mode, c'est un travail invisible, le fait d'être mère. Invisible, non... en fait, qui est pas tellement... comment dire, soulevé. C'est-à-dire qu'un homme qui fait une bonne performance au travail, ou qui fait ci, ou qui fait ça, c'est des prouesses, voilà, c'est bravo, et nanani, nanana. Les femmes... qui, d'autant plus actuellement, mélangent travail professionnel et travail domestique, on voit pas leur travail domestique comme une prouesse, alors qu'elles ont la double charge. Parce que la majorité de la charge mentale et du travail domestique lié au foyer et aux enfants, c'est la femme qui le prend, en fait, qui l'endosse, tout ça. Hein. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, la femme est sous tutelle d'un homme, dans tous les cas. Et à cette époque-là, il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est que y a de la piraterie. Et du coup, il y a les pirates qui vont piller des côtes, il y a aussi du rapt de femmes, et tout ça, ça constitue des activités économiques très courantes et légitimes chez les guerriers. C'est normal, t'as une guerre, t'as des pirates, que t'ailles piller un village, que t'ailles kidnapper une femme, la violer, la tuer, etc. Ça fait partie de... C'est normalisé. Donc, quand un équipage accoste sur une terre inconnue, la norme sociale de l'époque implique l'appropriation du territoire, des ressources matérielles et humaines également. C'est-à-dire que, il y a du viol, la mise en esclavage, des femmes qui sont présentes sur ces territoires. Tout ça, ça permet de donner un bon contexte. En plus de ça, les femmes, elles ont aucun droit politique. Comme j'ai dit, elles appartiennent d'abord à leur père, puis ensuite à leur mari. Si le mari n'est pas là, comme c'était le cas là avec Ulysse, au bout d'un moment, le mari part, donc Pénélope, elle dépend aussi de son fils. Sinon, elle est obligée de se marier avec quelqu'un d'autre, parce que seule, elle n'a rien, elle n'est rien. Voilà. Alors que la meuf, c'est elle qui dirigeait le royaume pendant 20 ans, qui était sur le trône à Ithaque, enfin bref. Et dans la mythologie, les figures féminines, elles sont classées dans des cases qui sont aussi très strictes. Il y a la femme idéale, qui est censée être passive, fidèle, qui reste à la maison à attendre son mari, comme Pénélope. On l'a bien compris. Et ensuite, il y a littéralement la femme qui est dangereuse, qui est extrêmement dangereuse, c'est la femme tentatrice, le monstre, incontrôlable, etc. Et t'es une femme tentatrice, t'es un monstre et t'es incontrôlable à partir du moment où tu ne dépends pas de ton mari. Donc peu importe qui tu es, si tu ne dépends pas d'un homme, c'est-à-dire dès que tu sors un petit peu du cadre idéal, tu mérites de mourir sur la place publique. Voilà, c'est clair, net et précis.
Maintenant que j'ai bien posé le contexte, je peux vous parler de Circé. Donc Circé, comme je vous l'ai dit, on entend parler d'elle dans le texte qui s'appelle l'Odyssée de Homère, donc vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Circé, c'est la fille d'Hélios, c'est un titan qui incarne le soleil, en gros c'est le dieu du soleil, et la nymphe Perséis. Elle grandit dans les palais dorés des dieux, ok ? Donc en mode elle est entourée que de ses frères et sœurs et de tous ses oncles et tantes qui sont eux-mêmes des dieux, etc. Mais dans ce monde qui est hyper divin, la valeur d'une femme se mesure à 2 choses. Sa beauté, qui est censée être éclatante parce que les dieux et les déesses et les nymphes sont magnifiques, et sa capacité à servir d'alliance matrimoniale. En soi, on n'est pas si loin de comment certaines personnes considèrent encore les femmes. C'est-à-dire que ta valeur ne se mesure qu'à 2 choses, ta beauté et ta capacité à te marier et faire des gosses. C'était le 8e siècle avant Jesus Christ. Mais on est juste au 21e siècle. That's just fine. That's just fine. Circé, elle, entre la beauté et la capacité à servir d'alliance matrimoniale, eh ben elle est là ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, globalement, on est en train de peindre un truc d'elle. En gros, ce qui se dit, c'est que elle n'a pas la beauté éblouissante des autres nymphes, etc. Sa voix, c'est pas le chant mélodieux des déesses. Elle a une voix humaine, en fait. Voilà, elle a une voix rauque qui agace toute sa famille. Et donc, vraiment, on peut pas trop se la blairer. La Circé, elle est là, elle est pas si belle que ça. Donc, si t'es pas belle, bah, tu peux bien aller te faire foutre et tu peux aller crever. En plus de ça, bah, du coup, comme t'es pas assez belle, bah, personne n'a envie de se marier avec toi. On peut pas faire d'alliance, on peut pas... en fait, on peut rien faire, quoi. Inutile, mais inutile. Donc, chez les dieux, elle est considérée comme la ratée. Voilà, donc on la méprise, on la moque, on l'ignore. Sa famille est abominable avec elle. Mais Circé, du coup, comme elle est rejetée, elle va beaucoup observer les autres. C'est-à-dire qu'elle va se retrancher dans son intériorité. Comment dire ça ? C'est-à-dire que elle parle pas aux autres parce qu'elle est timide, etc. Mais elle observe. Et elle va essayer de trouver un autre endroit ou des choses qui pourraient, elle, l'intéresser et des choses qui vont pas la faire se sentir exclue. Elle est tellement privée d'attention et de pouvoir divin, parce que normalement, tu as un pouvoir divin inné, et elle en a pas, que du coup, elle va tourner son regard vers la terre. Là, les pauvres humains en bas, là, les mortels, les vieux bolos, etc. Et elle est en mode, putain, moi, je suis la vieille bolos chez les dieux, I can grave relate avec eux, parce que aussi, c'est des bolos, visiblement. Même si elle voit pas ça exactement comme ça parce qu'elle a grave bon cœur, elle juste ça, en réalité ça fait battre son cœur, c'est-à-dire que elle trouve que le monde des mortels est trop bien. En fait, elle trouve que c'est magique, que c'est génial, elle y trouve quelque chose de plus doux que visiblement de vivre avec tous ces gens là, les parfaits. En fait, c'est comme si t'es une meuf de la campagne qui est forcée de vivre dans le marais, tu vois, genre, mais pas dans un marais, genre dans le marais à Paris. Non, mais on sait jamais. Hein. Et du coup, t'es là que avec les fashion et t'es en mode, mais en fait, ça me saoule. Parce que je fais pas partie des fashion. Et moi, genre, je n'aspire qu'à avoir une micro-ferme, en fait. Et du coup, ton rêve, c'est d'aller dans le Cantal. Voilà. Ou d'aller en Bretagne. Ou d'aller... Enfin bref, d'aller à un endroit où il y aura pas les fashion, genre. T'es en mode, je sais pas, ça m'attire pas, nanana. Imaginez, elle a dû être dans une je sais pas, une sensation de tiraillement interne. Bref. Comme je l'ai dit, elle a pas de pouvoir divin inné. Et ça, c'est important. Parce que petit à petit, comme elle va s'intéresser au monde des mortels, elle, initialement, elle a pas de pouvoir, mais elle va devenir une sorcière. Elle va devenir une sorcière parce que, à force de patience, elle va apprendre à reconnaître des plantes, à les cueillir au bon moment. Elle va tester, écraser, sécher, broyer, etc. Et du coup, elle va découvrir l'art des remèdes et aussi des poisons. Là,
vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mythologie, la magie des dieux de l'Olympe, c'est un privilège de naissance. C'est vraiment un truc de dingue, c'est un grand privilège. Et la magie de Circé, c'est pas du tout un privilège, c'est un savoir-faire qu'elle a acquis. C'est quelque chose dont elle est la seule responsable, mais dans le bon sens du terme. Elle est autonome, responsable, etc. Et en plus de ça, c'est une science de la nature, un artisanat façonné par le travail, la connaissance, etc. Vous imaginez bien que dans une société patriarcale, où la femme appartient à l'homme, là on fait face à une meuf qui est dépeinte comme une meuf moche, et en plus, comme du coup elle est moche et que personne veut la marier, tout le monde la rejette, sauf que, attends, là t'es en train d'essayer d'apprendre des trucs par toi-même. Eh ben c'est très très grave, parce que du coup elle est pas autonome, et on a dit quoi au début? Les femmes, elles sont deux choses, soit elles sont la femme idéale, soit c'est des monstres. Donc immédiatement, elle devient un énorme monstre aux yeux des autres. Déjà elle était bizarre, mais là, elle est autonome, elle a besoin de personne, etc. Et c'est hyper suspect. That's sus, ok? Dans une société patriarcale, qu'elle soit divine ou humaine, en plus, une femme qui acquiert du savoir par elle-même devient une menace. Et ça, c'est la réalité encore maintenant. Qu'on parle de mythologie ou autre, quand on regarde même notre histoire, quand je vous parlais des sorcières, et là, honnêtement, c'est très proche de ce qui va se passer des siècles plus tard avec le traitement des femmes et des sorcières pendant... Enfin, ça a duré des siècles, la chasse aux sorcières, le massacre des femmes qui étaient accusées de sorcellerie, etc. En fait, dès qu'une femme acquiert quelque chose par elle-même, dès qu'une femme est autonome, même maintenant, c'est pas une chasse aux sorcières qui a lieu maintenant, c'est-à-dire on va pas nous faire un procès pour sorcellerie, mais de la même manière, on va nous traiter comme des monstres. On va diminuer une femme qui se gère par elle-même. On va la tourner en ridicule. On va la juger sur la place publique. Que ce soit maintenant, c'est plus on te lance des cailloux, on te coupe la tête. C'est juste on se fout de ta gueule sur les réseaux. Tout le monde va te pointer du doigt. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable à la fois pour les hommes et pour les femmes qui ont gardé cette conscience patriarcale-là. Donc, Circé, elle devient immédiatement une menace. Sa propre famille prend peur, son pouvoir va énormément déranger, et du coup, Circé est condamnée à l'exil perpétuel sur une île déserte appelée Aea. Voilà, je sais pas comment ça se dit, écoutez, au bout d'un moment, quand il y a A-A-E-A, Aea, bref. Arrivé sur l'île d'Aea, Circé, elle fait ce que très peu de figures féminines antiques ont l'autorisation de faire. Elle s'approprie le territoire. Queen, voilà. Elle arrive sur une île déserte, il n'y a rien. Et elle dit, tu sais quoi, au moins c'est chez WAM. C'est chez WAM, ce territoire-là. On m'a dit que je devais que vivre ici pour toujours. Tu sais quoi, c'est chez moi maintenant, il y a quoi même. Donc la meuf, elle fait quoi? Bam bam bam, elle est incroyable. Elle se bâtit une petite baraque, voilà, elle se fait sa maison. Elle apprivoise des animaux sauvages, des loups, des lions qui se promènent autour d'elle comme des animaux domestiques. Et en fait, elle va se faire pote avec vraiment genre des panthères, des tigres, des lions, des loups, comme je l'ai dit. Et ça montre un peu, encore une fois, le truc. Aujourd'hui, on va encore nous dire tu vas finir comme une vieille sorcière à chat, une vieille meuf à chat. Et il y a vraiment ce truc-là de être autonome, être libre, être seule, sans enfant, c'est être entouré d'animaux. Et genre, je sais pas ce que je voulais dire en disant ça, mais quand je l'ai pensé, je m'étais dit waouh. Genre, ce que je veux dire, c'est que pourquoi il y a ce truc d'être entouré d'animaux et pourquoi est-ce que c'est vu de manière si péjorative? Parce que là, ça montre quand même, genre, moi je trouve que ça impose bien plus le respect, une meuf qui est entourée de lions, de loups et de plein d'animaux, parce que eux, ils la respectent, elle, tu vois. Et j'ai slay. Genre, toi, t'es un gars, tu fais quoi? Genre, t'as une épée, ok, bolos, en fait. T'as un loup même? Bah non.
T'as un lion même, bah non, bah bolos en fait. Bolos. Et n'est-ce pas ça, finalement, le bonheur? C'est-à-dire vivre sur une île déserte, sans les gens qui puent du cul dans le métro, là, avec seulement des animaux. Genre, I choose the bear. Genre, avec personne pour venir t'emmerder. C'est-à-dire qu'elle reçoit tout l'amour, l'amour inconditionnel, même si c'est pas ça qu'elle cherche, mais la compagnie d'êtres qui ne vont pas juger. Et c'est peut-être pour ça que nous, on va se retrancher de plus en plus vers les animaux. Genre, on est proche des animaux, c'est pas, enfin, des trucs comme ça. Parce que, on est jugé par tout le monde, les meufs. On est jugé par les mères, même elles sont jugées par leurs gosses, par les autres femmes qui considèrent que c'est pas des assez bonnes mères, et par leur mari. Ok? Les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles sont jugées par tout le monde, par la famille, les potes, les machins, les bidules, les nanana. Même les femmes célibataires heureuses ou quoi ou qu'est-ce. En fait, tu vas être jugé par tout le monde. Les seuls êtres qui ne jugent pas, qui existent et n'ont que pour fonction d'exister dans le moment présent, c'est les animaux. Donc peut-être qu'en fait, bitch, that's just le patriarcat in an image, en fait. Genre, vous avez pas compris ce que j'ai dit. Je suis sûre que vous avez pas compris. C'est juste une image pure et simple du patriarcat. En fait, plus vous nous rejetez, plus on va avoir envie de se tirer et finalement... vous allez nous critiquer comme si finir avec des chats c'était la pire chose qui pourrait nous arriver, mais en fait, n'est-ce pas la meilleure chose qui pourrait nous arriver? Et n'est-ce pas, en plus de ça, si vous trouvez que c'est horrible, enfin si les méchants là, les méchants gens qui supportent le patriarcat, ils viennent nous dire ouais vous allez finir qu'avec des animaux, gna gna gna, et des chats, gna gna gna. On sent qu'il y a du dégoût, mais en fait c'est justement parce qu'ils agissent de la manière dont ils agissent qu'on finit dans notre baraque seul avec nos chats, et très heureuse en plus. Parce que s'il n'y avait pas de patriarcat, on serait tous heureux de vivre ensemble, on n'aurait pas besoin d'aller sur des îles désertes juste avec nos animaux. Mais en fait, vous êtes tellement des nuisances que ça devient pas si mal de vivre sur une île déserte avec des chats et des loups et des lions et des tigres. Bref, elle est quand même hyper badass. Et en gros, qu'est-ce qu'elle va faire, elle, pour s'occuper? Elle va découvrir le territoire, découvrir les autres plantes, elle va passer ses journées à tisser, à chanter, à expérimenter. Non mais best life. Genre, je suis désolée, mais best life. Genre, jusqu'ici, best life. Je vous raconte tout ça. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qui a été représenté dans le film de Christopher Nolan. C'est encore pour ça que je fais cet épisode, parce que vraiment, le gars, il s'est vraiment juste dit les hommes sont la seule chose importante sur cette planète et on va que raconter ça. Basta. Tout le reste, inutile. Alors qu'il aurait pu raconter plein d'autres choses qui sont essentielles, en plus dans l'Odyssée. Mais non, c'est à quoi bon? À quoi bon donner une image ouverte? À quoi bon en fait, pourquoi ne pas rester misogyne? Pourquoi ne pas faire croire, encore une fois, que la vie, les grandes guerres, les grandes conquêtes, que même la mythologie, pourquoi ne pas continuer à faire croire qu'en fait tout ça, ce n'est que régi par les hommes? Bah oui. Pourquoi ne pas continuer à nourrir cette idée fausse que les véritables guerriers sont des hommes et sont les seuls dignes d'intérêt et qu'ils sont indépendants, eux. Mais les femmes, jamais. Voilà. Jamais. Jamais. Bref. La Circé, notre reine intersidérale, elle va se créer un sanctuaire. Un sanctuaire. Un endroit où il n'y a pas d'homme, où il n'y a pas de dieu, et personne ne vient lui dicter sa conduite. Chez elle, c'est chez elle, basta cosy. Mais l'isolement total n'existe pas. Elle vit sur une île, et l'île se trouve au milieu de la mer. En effet, comme beaucoup d'îles, c'est un peu le concept, et la mer est forcément sillonnée par les navires des hommes, parce que les femmes, elles restent à la cuisine, et que les seules personnes qui ont envie de découvrir le monde, en fait, c'est vraiment ça, les seules personnes qui ont envie de découvrir le monde, c'est les hommes. Les femmes n'ont pas envie de découvrir le monde.
Pourquoi faire? La seule chose dont nous rêvons, c'est de faire des banana bread et d'attendre nos maris. Découvrir, apprendre, pourquoi faire? Pourquoi faire? Vraiment, hein, c'est... quelle belle image de la femme, vraiment. Hein. Et du coup, du point de vue de Circé, c'est les chocottes. Si je puis quand même me permettre, c'est une femme seule sur une île. Il y a des navires qui débarquent, des marins à gogo, armés jusqu'aux dents, qui arrivent sur sa plage, à elle. Et ça, c'est une folie. Et dans le monde antique, parce qu'on va se rappeler du contexte, hein, ça a été écrit pendant l'Antiquité, et soyons honnêtes, encore aujourd'hui, qu'arrive-t-il à une femme seule face à un groupe d'hommes armés qui plus est? Je vous laisse juste imaginer ce qui peut arriver quand une femme est seule et qu'il y a un groupe d'hommes qui arrive, qui décide de débarquer chez elle. À votre avis, franchement, qu'est-ce qui peut se passer? Et qu'est-ce qui peut encore même se passer maintenant? Imaginez-vous, vous êtes dans la rue, il y a un groupe d'hommes. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Oh là là! Bah rien du tout. Bah non, pas rien du tout. Vous imaginez bien, c'est une cible. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer si on pense à l'Antiquité. Bah tu te fais piller, ok? Ça n'est absolument pas la première chose qui nous est venue à l'esprit. Qu'est-ce qui nous est venu à l'esprit? Eh bien, elle va se faire violer, la louloute. Voilà, il y a un corps, il y a une femme. La femme ne sert qu'à servir l'homme. Donc c'est un corps, c'est un trou. Allons la posséder. Allons découvrir un nouveau territoire. Allons la posséder. Et du coup, les marins, ils voient une femme seule, sans père, sans frère, sans mari, pour la protéger. Parce que les hommes doivent protéger les femmes des autres hommes. Voilà, c'est vraiment important. Mais vraiment, encore une fois, si tu dis à un mec, si on avait un monde sans mecs, ouais, mais alors qui va te protéger? Mais t'as pas besoin de nous protéger parce que s'il n'y a pas d'hommes, en fait, les marins, s'il n'y avait pas d'hommes, les marins n'existeraient pas. Donc il n'y aurait pas de marins qui viendraient nous voir et qui viendraient se dire, oh putain, elle n'est pas protégée par un homme. En fait, s'il n'y avait pas d'hommes, il n'y aurait pas de souci. Mais bon, s'il n'y avait pas de patriarcat, en réalité, il n'y aurait pas de souci. J'essaie de nuancer, parce qu'on sait jamais, il y a des personnes qui sont un peu trop prum-dog. Et du coup, ils arrivent et ils se disent, super, j'ai l'impression d'être chez Flunch, je peux me servir à volonté. Et du coup, en tout cas dans le livre que j'ai lu par la suite, écrit par Madeline Miller, elle se fait violer. Parce que ça n'est pas dit explicitement dans l'Odyssée d'Homère, mais globalement on sait que c'est quelque chose qui est limite culturel, hein, vraiment, là c'est basique, c'est généralement ça se passe, mais on va jamais le nommer parce que comme c'est culturel, de piller, de violer des femmes, de les prendre comme elles n'ont pas de valeur, comme elles n'existent pas en tant qu'être, en tant qu'individu autonome, forcément on va pas nommer un truc qui va arriver, genre, tu vois, la femme est considérée comme nous, on considérerait une fourmi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout de ce que va subir la fourmi. On va même pas créer un mot sur le fait que parfois, il y a une fourmi, on va la chasser, qui monte sur notre jambe, on va la chasser d'un coup de main. Ça se trouve, il y a un mot pour dire ça, tu vois. Et là, en fait, on ne le considère pas, ça sert à rien parce que ce n'est qu'une pauvre fourmi. Dans la comparaison avec la femme. Donc forcément, dans l'Odyssée d'Homère, et compte tenu du contexte patriarcal, lui, il en a rien à foutre. Hein. Il écrit pas ça il écrit pas l'Odyssée pour venir faire une revendication féministe de oh my god, la meuf se fait violer. Ah bah non, pas du tout. Lui, il vient essayer de montrer en quoi c'est une sorcière, en quoi c'est un monstre. Voilà, c'est vraiment marrant. Vraiment, je suis ravie qu'il soit mort il y a des siècles, quoi. Parce que si je l'avais devant moi, je lui ferais manger des graviers. Bref. Mais avec, bien heureusement, notre cerveau et notre libération, les femmes, désormais, reprennent le mythe de Circé. Et donc,
mettre les mots sur les choses qui ont dû se passer au moment où tous ces marins arrivent. Donc la Circé se fait violer par les marins. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se dit, c'est des énormes porcs. Et donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Eh bien tout simplement, elle va les transformer en porcs. I mean, for me, it's just a massive fucking queen. Genre franchement, girl, moi si je pouvais transformer le mec, enfin même tous les violeurs, et beaucoup de mecs juste parce qu'ils sont là, qui te foutent une main au cul et qui te regardent un petit peu, juste ils t'ont saoulé, que tu pouvais les transformer en porc avec leur petite queue en tortillé là et leur faire bouffer tes déchets. Oh, le kiff que ça serait. Mais la joie ultime que ça serait. Moi, je trouve que c'est une avant-gardiste. En fait, elle a vraiment... en fait, c'est Gaulle. C'est Gaulle, en fait. Elle est trop smart. Elle est trop smart. Elle est smart. Et comment elle fait, en réalité ? Après qu'ils aient fait ce qu'ils aient fait, allez, mangez. Mettez-vous à table. Voilà. Elle les accueille. Elle leur offre à boire, à manger, mais dans leur vin ou dans leur nourriture, je crois que dans la véritable histoire, c'est dans leur vin, elle a glissé son poison, un truc qui est censé, son sort qui est censé les transformer. Et en effet, elle les métamorphose. Voilà. Et elle ne transforme pas les hommes en monstres. Elle ne fait que révéler leur vraie nature, qui est cachée sous la surface. C'est-à-dire que les hommes sont des porcs, et donc elle décide de... si t'es un porc, tu mérites de ressembler à un porc. Et je trouve que c'est formidable, cette manière de voir les choses, cette manière d'agir. C'est-à-dire que, vraiment, c'est ça, elle prend des individus qui se comportent comme des porcs, qui sont guidés par la cupidité, par la domination, par la violence, par... la possession, etc. Et elle leur donne le physique de leurs idées, tout simplement, leur physique de leurs actes même. C'est-à-dire, tu n'es qu'un énorme porc. Et ensuite, ce qui est trop stylé, après, elle les enferme dans une porcherie. Et je trouve ça... et en fait, ils sont là, et ils savent qu'ils sont transformés en porcs, et c'est ces petits porcs à elle, quoi. Et en réalité, dans l'idée, la métamorphose, c'est pas un acte de cruauté gratuite. Elle est pas là, venez rentrer chez moi que je vous transforme tous en porcs. C'est un acte de légitime défense dès le début. Et en fait, par la suite, il y a plein d'autres navires qui reviennent. Et donc, à chaque fois, elle fait la même chose. En fait, à la fin, je pense qu'elle y prend goût. À la fin, elle n'attend pas de se faire violer à chaque fois. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle joue un petit peu. Parce qu'elle sait. Elle sait ce qu'ils vont faire. Elle sait ce que les marins vont faire à chaque fois. Parce qu'ils arrivent avec la même volonté de domination, la même volonté de pénétrer, la même volonté de... Et moi, après mon voyage, moi avec ma barque et mon grand mât, et moi j'ai fait la guerre, donne-moi de l'eau aux femmes. Et du coup, elle est en mode « Oh oui, rentrez chez moi, gentil marin, rentrez chez moi. Venez boire mon vin et manger ma soupe. » Et ensuite, elle les transforme tous en porcs avant même qu'ils aient pu dire un mot. C'est-à-dire que la meuf, elle a appris la leçon une fois et ensuite, elle s'est dit « En fait, c'est des porcs. » Donc, à chaque fois, elle va les transformer. Mais tout ça, en réalité, c'est la réponse d'une femme qui refuse la domination et qui refuse la violence. Sauf que dans le mythe, on la présente absolument pas comme ça. C'est-à-dire que on la présente comme un monstre, hein, vraiment. Et c'est la même chose dans le film de Christopher Nolan. Quoique, à la fin, c'est un petit peu plus nuancé. Je continue quand même l'histoire. Pendant des années, le scénario se répète, donc elle continue à changer des mecs en porcs, etc., groin, jusqu'au jour où il y a un nouveau navire qui accoste, avec à son bord le fameux Ulysse qui est présent dans l'Odyssée. Enfin, d'ailleurs, l'Odyssée, c'est l'histoire d'Ulysse. Ulysse envoie ses hommes en éclaireur, Circé les reçoit, elle leur offre le repas qui est piégé, elle les transforme en cochons,
comme tous les autres. Elle les fout à la porcherie. Mais il y a Ulysse qui sent qu'il y a un souci. Bref, il est prévenu, etc. Il arrive chez Circé. Et sur le chemin, d'ailleurs, il est dans la véritable histoire, il rencontre Hermès, bref, qui lui dit, Hermès connaissait Circé, et il lui donne une arme, une plante magique qui est capable d'annuler les effets du sortilège de Circé. Donc, il y a Ulysse qui arrive chez Circé, elle lui sert le repas empoisonné, lui, il boit et il mange tout, et sauf qu'en fait, il se transforme pas. Il n'y a rien qui se passe. Ulysse reste un homme et voilà quoi. Et dans la véritable histoire, il tire son épée et il se jette sur elle pour la menacer de mort. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait Circé quand elle est menacée de mort ? Eh elle analyse. Parce que la meuf, elle est trop fashion. Elle analyse, elle se dit, ok, qu'est-ce que je fais ? Oh là là, alerte rouge. Et elle se dit, il y a peut-être une couille dans le pâté parce que autant je sais hyper bien manier les plantes, autant faire un bras de fer chinois ou une bataille avec des épées là, il y a une petite impasse. Physiquement, elle a pas géré les squats, tu vois. Du coup, elle dit elle propose un pacte parce que les meufs sont hyper futées et intelligentes. Et elle lui dit, ok man, ok, détends-toi. Ok, alors, elle lui dit, je promets de ne pas te nuire si tu jures sur vraiment la tête de ta daronne que tu vas pas me trahir non plus. Ulysse est en mode, ok, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Enfin, ok, comment on va travailler ensemble ? Et en fait, la dynamique, elle bascule. Circé, elle décide de redonner la forme humaine aux compagnons de Ulysse, parce qu'au fond, c'était ça qu'il voulait, parce qu'il était en mode « Comment t'as pu transformer mes porcs en porcs ?» Parce que c'était déjà des porcs, bref. Donc elle les remet, elle les retransforme en humains, bref, ok, elle a bon cœur. Hein. Et elle retient pas Ulysse en tant que porc, ou elle le met pas entre les barreaux, etc. Elle a des lions, enfin elle pourrait en faire ce qu'elle veut, honnêtement. Hein. Mais elle décide de l'accueillir, elle décide de dire ok, let's talk, genre discutons, la communication. Et en fait, ça se passe bien avec Ulysse, ça se passe bien avec lui, etc. Et elle commence à devenir la conseillère stratégique d'Ulysse. Parce que la meuf, elle est hyper futax. Elle a vécu des merdes pas possibles. Elle a tout observé. Elle sait tout. Et dites-vous, dans le mythe, Ulysse, il est présenté comme le plus rusé de tous les Grecs. C'est le plus fort, le plus intelligent. Mais pourtant, c'est Circé qui lui donne toutes ses strates. Qui lui dit, et c'est grâce à Circé que Ulysse est d'ailleurs en vie. En gros, à ce moment-là de l'Odyssée, pour que vous compreniez bien, Ulysse, quand il arrive chez Circé, c'est... Je vous avais dit au tout début, il y a la guerre de Troie, etc. Ensuite, il a fini et il veut rentrer chez lui. En fait, il lui arrive justement l'Odyssée, il rencontre des gens, etc. En gros, il est sur son bateau et il n'arrête pas de croiser des monstres, etc. Et un jour, il arrive en essayant de rentrer chez lui, il arrive sur l'île où il y a Circé. Mais lui, ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Et il ne sait pas comment faire. Et donc, c'est Circé qui va lui expliquer exactement, parce qu'elle est hyper intelligente, comment rentrer chez lui. Donc elle va lui dire, tu vas aller là, tu dois aller aux enfers, tu dois consulter tel devin. Elle va lui faire un mode d'emploi step by step, un Excel, un Google Sheet. Google Sheet pour... qu'est-ce que tu vas faire ? Ah là, si tu passes par là, il y aura des sirènes. Et les sirènes, elles chantent. Et sauf qu'il faut résister au chant des sirènes. Donc pour ça, il faut pas écouter le chant des sirènes. Donc, ou sinon, tu t'attaches. Donc lui, il va s'attacher à un mât, machin, je sais pas quoi. Pour pas... parce que ensuite, si t'écoutes le chant des sirènes, tu vas être envoûté, tu vas vouloir sauter dans l'eau. Et après, elles vont te tuer, en gros. Donc c'est elle qui lui raconte tout. En plus, elle le met en garde contre les monstres qu'il y a dans l'océan. Bon là, je sais pas dire leur nom. Scylla et Charybde, bref, je sais pas comment ça se dit. Bref, il y a des monstres, un monstre tentaculaire, ensuite, il y a plein de trucs, et elle lui dit tout. C'est elle qui lui donne toute la strate. Tout.
Et cette meuf-là, honnêtement, c'est le cerveau de l'histoire. C'est le cerveau d'un homme, tu vois, honnêtement. Hein. C'est une femme qui est capable d'égaler la ruse d'Ulysse, qui lui offre toutes les clés de sa propre survie sans jamais se soumettre à lui. Donc, Queen. Mais dans le film de Christopher Nolan, vous imaginez bien que ce n'est absolument pas ça qui est représenté. Dans le film de Christopher Nolan, il y a Ulysse qui arrive, on voit Circé comme, en effet, une vieille bique qui, juste, elle transforme les hommes en porcs, mais tu sais pas pourquoi. Et la scène est violente, mais moi j'étais en mode oh my god, j'adore, genre, parce que je m'imaginais la vengeance derrière, je connaissais l'histoire de Circé, donc j'étais en mode mais oui, mais transforme-les en porc, putain, mais fous-les dans ta porcherie, espèce de grande reine, genre vas-y, mais go en fait. Et en fait, on nous raconte absolument pas son intelligence, sa résilience, son acte de vengeance. On comprend juste que c'est une femme blessée, mais elle a juste l'air d'être... elle fait tout ça juste parce qu'elle a peur. Non, mais elle fait ça parce qu'elle veut se venger, parce qu'elle est rusée, parce qu'elle les aime pas. Parce qu'elle ne les aime pas. On peut vivre un traumatisme et ne pas être que régie par la peur. Elle veut faire j'ai envie de dire du mal, mais en réalité, elle veut rétablir la vérité, rétablir l'ordre des choses, parce qu'elle a vécu quelque chose qui n'est pas OK, et qu'elle vit dans un monde où les hommes ont tout le pouvoir, et elle est en mode, c'est hors de question, en fait. Et sauf que dans le film, on voit que la peur par rapport à ce qu'elle a vécu, mais on sait pas ce qu'elle a vécu, hein, mais tu sens, elle a juste, tu sens dans ses yeux qu'elle est flippée et qu'elle dit à Ulysse, je les ai transformés en cochons parce que j'ai que révélé leur vraie nature, mais c'est tout ce qu'on apprend. Et je me dis, mais frère, mais Christopher en fait, c'est-à-dire tu nous fais un film de 3 heures, t'es pas capable de donner un petit peu de nuance et de complexité au personnage, alors que c'est le personnage que je trouve le plus intéressant dans la mythologie et surtout encore plus dans l'Odyssée, quoi. Mais non, c'est pas possible pour toi de donner quoi que ce soit à dire, un minimum de relief et de genre de description en fait sur ce personnage est incroyable. Circé, elle est incroyable quand même. Mais non, pas possible. Au moins, il l'a pas traité comme il a traité Athéna et Calypso. Calypso, dans le mythe, elle est juste là, elle est amoureuse. En fait, c'est vraiment que ça. Elle est là, elle est amoureuse de Ulysse. Parce que après être allée... Enfin, Ulysse, je vais pas vous raconter toute l'histoire d'Homère, mais... Enfin, d'Ulysse dans l'Odyssée, mais après être allé chez Circé, il suit ses conseils, etc. Et sauf qu'au bout d'un moment, il s'échoue sur une plage, et là, pendant 7 ans, il reste avec Calypso, voilà, qui en fait est amoureuse de lui. Voilà. Et elle veut pas qu'il parte. Parce qu'elle est amoureuse de lui. Et c'est tout. Et elle n'a aucune autre utilité. Donc il y a Calypso qui est amoureuse d'un homme, et l'homme, lui, qui est torturé par le destin, la guerre, le pouvoir, le devoir, la possession, les responsabilités dont les femmes n'ont aucune idée. Ensuite, il y a Pénélope, qui, pareil, l'aime, et elle ne fait que l'aimer. Et elle n'a aucune idée de ce que c'est que de diriger un royaume pendant 20 ans. Non, pas du tout, absolument pas. Et elle ne sert à rien d'autre que juste pleurer et attendre. Et attendre, et attendre, et attendre, et attendre. Ensuite, il y a Athéna qui est juste là pour être. Genre, juste, she's just giving face. Genre, juste face card, genre. Juste, c'est Zendaya, elle regarde l'écran et elle dit rien, voilà. Donc, juste une femme qui est là juste pour être belle. Waouh. Et ensuite, il y a Circé qui est une sorcière et en fait, c'est juste parce qu'elle est blessée, mais à cause des hommes. Mais grâce à Ulysse, elle va comprendre que c'est mal de transformer les hommes en porcs, et elle va leur redonner apparence humaine grâce à Ulysse. Voilà, globalement, c'est ça. Genre, franchement, la mentalité de Christopher Nolan, c'est ça, globalement. Ce qu'il nous montre en 2026. Voilà, bravo, super. Et pour revenir à ce que je disais, sur Circé, etc., à l'époque de Homère, ce mythe-là, comme je dis, ce n'est absolument pas une revendication féministe. Pas du tout. C'est-à-dire que
l'histoire de Circé, telle qu'elle est racontée, c'est une mise en garde. Genre, oyez, oyez, veuillez être en garde. Non, ça veut rien dire. Oyez, oyez, veuillez faire attention. Veuillez faire grave attention parce que il y a une meuf sur une île, elle est archi dangereuse, genre. Mais pas de dangereuse parce que... Pas de dangereuse en mode elle a du pouvoir parce que les femmes n'ont pas de pouvoir. Mais dangereuse en mode elle est possédée, c'est un monstre. Voilà, voilà. Circé, telle qu'elle est dépeinte, elle représente une mise en garde pour les hommes contre le pouvoir des femmes, contre... en fait, elle représente la peur masculine de la castration. Oh, de la perte de contrôle. Un homme transformé en porc. Mais c'est un guerrier qui est privé de son honneur, de sa force. Il est réduit à l'état d'animal, alors que il n'est absolument pas animal. C'est absolument pas parce qu'il vient piller des villages, décapiter des gens, assassiner des gens, violer des femmes et kidnapper des enfants et les réduire en esclavage que c'est un animal. Bah non, non, grave pas en fait. Grave pas. D'autant plus qu'à l'époque, pour le public du 8e siècle, là, avant Jésus-Christ, Circé, vraiment c'est un monstre, déjà parce que elle commet un acte de transgression. Elle est en train de se foutre de son devoir d'hospitalité. Parce que c'est ça, en fait. Elle doit obéir à la loi de Zeus, à Xenia, c'est-à-dire le fait d'accueillir les gens comme il se doit, alors qu'en fait, elle les change en porc. Et donc ça, c'est très très grave. Hein. Pour le public, là, de tout ce qui se passe, c'est ça le plus grave. C'est bien entendu que c'est un monstre. Attends, t'as vu comment elle a accueilli les mecs ? C'est grave pas ok, wesh. C'est grave pas ok. Donc, le mythe n'en a rien à foutre de qui c'est, qui que quoi. C'est juste, viens, on montre à quel point c'est dangereux. Genre, attention aux femmes indépendantes. Tuez-les avant qu'elles le deviennent. Mariez-les, violez-les avant qu'elles le deviennent. Attention aux femmes indépendantes et séductrices. Elles sont toutes dangereuses, elles veulent dominer les hommes et elles veulent les transformer en porcs et les castrer. Attention. Voilà. Et la conclusion du mythe, c'est que Ulysse, il soumet la sorcière en réalité. Et c'est un peu le même truc dans le film de Christopher Nolan. C'est grâce à Ulysse que la sorcière change. Que la sorcière accepte de rendre leur vrai physique à tous ces marins, en fait. C'est parce que elle se soumet à l'autorité masculine qui est innée finalement. Voilà, elle se soumet. Elle rentre dans le droit chemin grâce à Ulysse. Et donc... en plus de ça, Circé, c'est un personnage qui est complètement secondaire dans l'histoire d'Ulysse. C'est juste un obstacle de plus à surmonter dans toute son odyssée. Et c'est la même chose qui est représentée dans le film. Malheureusement, Christopher, on n'est plus au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc je pense que tu as assez d'éléments pour... encore une fois, te donner de la nuance. Mais non, ça, tu tamponnes grave le coquillard. Mais genre grave. Et pendant 2150 ans, c'est quand même beaucoup, hein, la littérature a préféré complètement oublier toute la version de l'histoire que je vous ai racontée, qui est que, Circé, dans le contexte en question, etc., c'est une badass de ouf qui vient se venger, en fait. Et on va pas du tout prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'on va nourrir cette idée, les poètes romains comme Ovide, puis ensuite il y a des peintres du 19e siècle qui ont transformé Circé en une figure... voilà, c'est une séductrice, langoureuse, voilà, elle incarne la peur masculine, de la peur des hommes de la sexualité féminine, la peur des hommes sur le pouvoir des femmes, etc. Donc, on la range un peu dans la même
casse que les sorcières du Moyen-Âge, la femme indépendante qu'il faut diaboliser parce qu'on ne peut pas la contrôler et c'est à bannir. Et il aura fallu attendre le 21e siècle pour qu'on lui rende enfin une voix et un minimum de décence, en fait. De décence, voilà. Donc le mythe de Circé a été revisité et ça a permis de déconstruire plein de stéréotypes historiques sur le pouvoir féminin. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai lu le livre de Madeline Miller qui s'appelle Circé, sorti en 2018. Le livre est incroyable. Donc, c'est ce livre-là qui a relancé vraiment l'intérêt massif pour Circé, parce que l'autrice, elle va adopter le point de vue de Circé à la première personne, chose qui n'avait pas été faite jusqu'ici. Et donc là, le roman va explorer sa voix à elle. C'est-à-dire qu'on va comprendre Circé à partir de ses mots à elle, sa voix, ses traumatismes d'enfance dans une famille hyper toxique, que tout le monde la déteste, etc. La naissance de son pouvoir, le fait qu'en fait on va la rejeter et qu'en plus de ça, elle va subir violence sur violence. Et en fait, elle va avoir une quête d'autodétermination. Elle va essayer de trouver un endroit qui est son havre de paix avec ses lois à elle et établir justement... quand il y a des lois, elle les fait respecter en fait. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient transgresser les lois alors que c'est chez elle, va te faire cuire le cul. Moi, demain, il y a quelqu'un qui décide de rentrer dans ma chambre ou dans mon appartement, mais j'ai le droit de te péter la gueule en fait. Là, c'est la même chose. Elle est en mode, en fait, tu rentres sur mon île, je te transforme en porc, tu vas faire quoi même ? Voilà, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Et ensuite, il y a eu plein d'autres réécritures, etc. Et vraiment, on voit une femme qui apprend à guérir de ses traumatismes, qui assume sa féminité, ses envies, sa curiosité. Plus tard, elle va... j'ai un chat dans la gorge, elle va devenir mère. Et donc, elle va être maman solo. Mais hyper avant-gardiste, en fait. Hyper avant-gardiste. Elle va avoir, il me semble, un gosse avec le fils d'Ulysse. Et j'ai oublié comment il s'appelait. Le fils d'Ulysse, j'ai oublié. Bref, c'est Tom Holland dans le film. Et on voit que Circé, c'est la féministe, quoi. Elle refuse d'être le second rôle dans la vie des hommes qui traversent son île. Elle refuse d'être le second rôle de sa propre vie. C'est-à-dire, c'est une femme, et c'est elle qui dirige. Et c'est elle qui crée, c'est elle qui s'entoure, et c'est elle qui décide. Et basta cosy. Et elle peut vivre des choses atroces. Et en fait, elle va se remettre, quoi. Elle va se remettre. Et donc, on va avoir une grille de lecture qui va être hyper moderne, avec les nouveaux ouvrages qui vont être créés, etc., où on va nous montrer que la figure de la sorcière, historiquement, ça n'a jamais été un monstre... le monstre au nez crochu, parce que nous-mêmes on grandit étant petite. Moi je me souviens de l'image d'une sorcière avec le nez crochu et la verrue sur le pif là, mais en fait tout ça fait partie d'un mythe qu'on nous apprend, hein. Il faut grandir pour se rendre compte. Maintenant, moi, tu me dis que je suis une sorcière et il y a plein de meufs qui leur disent t'es une sorcière, et en mode oui, de ouf. Genre, moi, j'ai des pouvoirs de ouf, tu vois. Mais en réalité, être une sorcière, c'est à partir du moment où t'es indépendante, tu décides de ta vie, en fait. C'est ça. C'est la femme qui maîtrise sa vie, qui décide de son rôle dans sa propre vie, en fait. C'est la femme qui... peut décider de vivre seule sans dépendre financièrement de qui que ce soit, ni sans dépendre socialement d'un mari même. C'est la femme qui dit non à l'oppression, qui trace ses propres limites, qui trace ses propres frontières, qui écrit ses propres lois. Et Circé, ça nous rappelle ça, en fait. Ça nous rappelle que le pouvoir, ça se reçoit pas forcément en héritage. Surtout nous, quand on est des femmes, on nous apprend pas à être fiers de notre propre pouvoir, notre propre volonté, de nos propres envies. On nous apprend même qu'on n'en a pas de pouvoir, qu'on n'a rien à dire, qu'on n'a rien à faire d'autre que juste être pour l'homme. Et sauf qu'en fait, le pouvoir, ça se construit. Ça se construit pas à pas, avec le savoir, avec l'autonomie, avec le refus du compromis, en fait, sur... notre propre destinée, notre propre sécurité, nos propres envies. Si j'ai envie de travailler dans ça, je travaille dans ça. Si j'ai envie de faire ci, je fais ça. En fait, c'est décider de dire, ok, en fait, on m'a appris que je devais être le personnage secondaire, de ma vie et de la vie des autres. Mais en fait, être une sorcière, être une Circé, être une féministe,
c'est se dire je suis mon personnage principal, et plus que ça, je suis le personnage principal. Je suis la personnage principale de mon histoire et de l'histoire de tout le monde en fait. Je suis le centre du monde. Basta. Et je vous encourage, mais 1000 fois, à aller lire ce livre qui est formidable, Circé, de Madeline Miller. Et aussi d'aller voir le film l'Odyssée de Christopher Nolan pour voir si vous aurez le même avis que moi. Après, si vous n'êtes pas renseigné forcément sur la mythologie, vous allez peut-être vous dire... Et c'est d'ailleurs littéralement ce qui m'inquiète, en fait, c'est que vous allez peut-être vous dire, du coup, ces figures féminines-là, elles servent à rien, quoi. En fait, tout ça, ça contribue. Ces œuvres-là, ces œuvres culturelles, quand t'es Christopher Nolan, je veux dire, t'as un devoir, je trouve. Tu sais la quantité de gens qui va venir regarder tes films, le budget qui est foutu dans ces putains de films, et c'est ça que tu fais, quoi. Le film est magique, vraiment. La musique est dingue, l'acting est top, mais vraiment, la place des femmes dans ce film, mais c'est une honte, quoi. Mais genre une honte. Mais après, c'est le cas dans tous les films de Christopher Nolan. Les femmes sont vraiment, c'est des potiches, quoi. Elles sont là, elles sont l'accessoire de l'homme, quoi. Mais et ce qui est flippant, c'est que justement, ces œuvres culturelles, d'autant plus si elles ont autant de pouvoir, parce que tout le monde est en mode Christopher Nolan par-ci, Christopher Nolan par-là. Donc, quand on apprend qu'on est censé penser que Christopher Nolan, c'est le maître de tout, c'est la référence, et qu'en regardant les films de la référence, si de la référence c'est de voir des hommes qui dirigent tout, des hommes au centre de toutes les histoires, bah forcément, nous, on n'a aucune représentation de femmes qui font, de femmes qui agissent, de femmes qui sont le centre d'eux. Et même encore en 2026, on les supprime. Je veux dire, putain, c'était au 6e siècle avant Jésus-Christ, frérot. Là, il y a eu des siècles, quand même, pour essayer de faire un film qui était un minimum représentatif, un minimum, genre un peu moins misogyne que comme on était au 6e siècle avant Jésus-Christ. Frère, tu nous as pondu la misogynie en... genre comme ça, hop. Et ce qui est terrifiant, c'est que du coup, moi, je suis ravie d'avoir lu le livre de Madeline Miller avant d'avoir vu le film, parce que sinon, je me serais... j'aurais juste appris ça, en fait. J'aurais juste appris, y a rien à savoir, quoi. Enfin, y a rien à savoir sur Circé, y a rien à savoir sur Pénélope, y a rien à savoir sur Athéna, sur Calypso, quoi. Juste, c'est des potiches, quoi. Enfin, et limite, tu vas pas te le dire, mais en fait, il va y avoir aucune pensée sur les femmes. Par contre, ça va nourrir un imaginaire qui est que les hommes sont les héros. Mais les femmes sont les héroïnes. Les femmes sont les héroïnes... mais elles sont mises en background. Mais c'est elles, les héroïnes. C'est juste qu'on les représente absolument pas. Et je me dis, y a forcément beaucoup de gens qui, par exemple, là, se sont pas intéressés à la mythologie avant, qui vont aller regarder des trucs comme ça, ils vont juste... en fait, ça nourrit un imaginaire qui est profondément misogyne, patriarcal et problématique. Un imaginaire du 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais alors merci, mais bon, si on pouvait éviter d'être pareil qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, ça m'irait, quoi. Franchement, faisons un micro-effort. Christopher, par pitié. Merde, j'ai touché mon micro, ça a fait un bruit. Bon, vous allez vous faire foutre, au pire, si ça vous dérange. Oubliez pas que le 3 septembre, on se voit pour mon podcast en live à Mezzanine Pigalle à Paris, à partir de 19h30, entrée libre. Il y aura des places limitées, donc il faut arriver tôt. Enfin, il faut arriver à partir de 19h30 si vous voulez avoir des places. Et puis voilà, ouais, j'ai absolument pas fait de transition. C'est déjà la fin de l'épisode. Allez, ciao. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.